Parfois, vous pouvez vous connecter avec quelqu'un et ils ont une énergie similaire à la vôtre ou un schéma résonant différent. Cela peut être une fréquence plus élevée, mais c'est la même résonance comme des accords différents qui ont le même son, un son similaire. Et donc, vous pouvez vibrer avec quelqu'un. Et sur la piste de danse, vous voyez cela plus souvent que je ne le vois ailleurs, mais cela arrive aussi ailleurs. Je voudrais accueillir Bernard Beitman à l'émission. Comment ça va, Bernard? Très bien, merci. Alex? Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis ravi de vous avoir pour parler de votre nouveau livre, Coïncidence significative et la synchronicité et la sérendipité et toutes ces choses incroyables que nous connaissons un peu. Mais nous ne plongeons pas vraiment dans les détails de ces sujets parce que beaucoup de gens trouvent de ça un peu farfelu. Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, je suis vraiment impatient d'en parler avec vous. Ma première question est, mon ami, comment êtes-vous devenu un expert en quelque chose d'aussi ésotérique que les coïncidences? Devenir un expert, certains pensent, prend 10 000 heures. Alors j'ai investi du temps. Je n'ai pas compté les heures, mais j'y pense depuis longtemps, depuis que j'avais 8 ou 9 ans. Mais la principale raison pour laquelle je fais ça n'est pas tant la chaîne causale qui m'a conduit ici, et je te raconterai autant d'histoires que tu voudras entendre. J'en ai plein moi-même. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'avais le sentiment, et je l'ai encore plus maintenant, que le monde doit être plus attentif aux choses étranges qui se produisent couramment. Les coïncidences étranges se produisent souvent, et elles peuvent être très utiles, et elles peuvent nous dire comment fonctionne la réalité. Et nous avons besoin de toute l'aide possible en ce moment, et nous devons comprendre ce qui se passe ici parce qu'on ne me l'a pas dit. J'ai fréquenté des écoles prestigieuses, Yale et Stanford, mais je savais qu'ils ne me disaient pas tout. C'est une façon de comprendre ce qui se passe ici et d'essayer d'aider non seulement les êtres humains, mais aussi la connexion humaine à la nature, à Gaïa, à ce monde, cette terre dont nous faisons partie. C'est donc une chose téléologique qui intéressait Jung. Je suis attiré par un futur que j'essaie de contribuer à développer. Eh bien, allons droit au but. Quelle est votre définition d'une coïncidence? Une coïncidence est la rencontre de généralement deux événements qui ont un sens commun, mais ne sont pas évidemment liés par une cause. Donc, ils se croisent, ils vous surprennent et vous font vous interroger parce qu'ils semblent être liés l'un à l'autre, mais vous ne savez pas ce qui les a causés. Alors, par exemple, un exemple parfait serait, je vais juste utiliser mon podcast comme exemple. Tout d'un coup, je suis sur YouTube et par coïncidence, je vois une vidéo d'un gars qui parle de coïncidence et puis je me dis, tiens, ce serait intéressant d'en parler. Et tout d'un coup, je t'appelle. Tu veux venir dans mon émission? Et tu viens dans mon émission et puis toi et moi, on discute après l'émission. Et je voulais parler à cette personne et tu dis, oh, c'est mon meilleur ami. Tu veux que je te mette en contact? Et je dis, ouais, au fait, ce n'est pas réel, ce n'est pas la raison exacte. J'aime bien l'histoire, par contre. J'aime ça. Et puis tout d'un coup, oh mon Dieu, j'étais à l'école avec lui. C'est mon meilleur ami. Il ferait n'importe quoi pour moi. Que veux-tu? Tu veux faire ton émission ici? Boum. Et je vais t'écrire un email et te mettre en contact. Ça m'est arrivé plusieurs fois en plus de 1000 épisodes. J'ai fait un podcast. Et ça se passe comme ça. Et sans vraiment de lien direct. Toi et moi, on discute. Tu dis, ouais, donc je parlais à Oliver Stone l'autre jour. Et moi, je suis là. Pardon, tu faisais quoi? Ah oui, je suis allé à l'école avec lui. Je ne t'ai pas dit ça. Des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, Oliver est dans mon émission. En une semaine ou deux, des choses comme ça arrivent. C'est vraiment intéressant. C'est donc ça, ce dont tu parles. Bien sûr, bien sûr. Et c'est plus avancé, Alex, que le niveau de base sur lequel j'ai essayé d'écrire le livre, parce que tu es, dans ce que tu viens de me dire, un coïncideur à haute fréquence. Tu as beaucoup de coïncidences. Un coïncideur est quelqu'un qui vit des coïncidences, et plus tu en as, plus tu en auras. C'est un effet domino qui continue, et c'est ce que tu viens de décrire, en partie. Parce que j'ai aussi mon propre podcast et il devient plus facile de trouver des gens parce qu'ils se manifestent en quelque sorte. Pas aussi bien qu'Oliver Stone.
J'ai juste lancé ce nom au hasard. Veuillez me pardonner. D'accord, mais tu as interviewé Oliver Stone. Oui, je l'ai fait, il y a quelque temps, oui. J'ai dû m'y prendre. Pour avoir Deepak Chopra en tête, j'ai dû tirer quelques ficelles ici et là pour y arriver. Mais dans le cadre de cette conversation que j'adore, c'est que j'ai rencontré Deepak parce que j'étais stagiaire à San Francisco à la fin des années 60, en 1968. Et en tant que stagiaire, nous devions nous lever, ce qui était trop tôt pour moi, à 7h30 du matin. Je n'aimais pas ça. Alors, je suis un peu entré dans la première réunion qui était comme un petit déjeuner et nous allions apprendre à nous connaître. Donc, je me suis un peu baladé, un peu dans les vapes et je m'assois et un gars me tape sur l'épaule et dit « Tu es assis à ma place ?» Alors, c'était un gars chauve avec une assiette d'œufs brouillée sur lui et il a dit « Je m'appelle Andrew Wild. » Alors, j'ai dit D'accord, nous devrons parler après le spectacle parce que je dois parler à Andrew et je dois parler à Deepak. Nous échangerons ces trucs après. Et je sais déjà où sont les connexions. Ensuite, bien sûr, tout s'est arrangé après ça. Mais c'est fascinant ce genre d'idée, ce genre de coïncidence. C'est comme oh, je connais cette personne ou je connais cette personne. Et j'ai des milliers d'histoires comme ça qui me sont arrivées au cours de ma vie. Mais tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu as dit quelqu'un de haute vibration. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas, pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Parce que je comprends ce que vous voulez dire, mais j'aimerais que vous puissiez l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas. « Je n'ai pas dit haute vibration. Qu'as-tu dit? J'ai dit haute fréquence, coïncidence, mais tu as raison pour la vibration. Il y a quelque chose à propos de notre énergie. Je suppose que votre public, du moins une grande partie, croit que chacun de nous a une énergie autour de nous. Et j'aime penser que nous avons chacun une signature énergétique, une vibration de base, comme nos empreintes digitales. La différence étant que parfois, vous pouvez vous connecter avec quelqu'un et ils ont une énergie similaire à la vôtre ou ils ont un schéma résonant différent. Cela peut être une fréquence plus élevée, mais c'est la même résonance, comme des accords différents qui ont le même son, un son similaire. Et donc, vous pouvez vibrer avec quelqu'un et sur la piste de danse, vous voyez cela plus souvent que je ne le vois ailleurs, mais cela arrive ailleurs. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est d'entrer dans un schéma cohérent. Et permettez-moi de dire que c'est autour d'un certain besoin. Nous avons tous, en tant que podcasteurs, besoin de continuer à les enchaîner, les enchaîner. Il faut trouver le prochain. Jusqu'où vais-je aller? Est-ce que ce sera jusqu'en mai ou juin? Est-ce que je vais y aller pour ça? Nous devons trouver de nouveaux esprits intéressants qui correspondent à ce que nous faisons. Et donc, dans ce besoin, il est important de reconnaître que ce besoin est un grand moteur de coïncidence quand vous avez besoin de quelque chose. Cela affecte votre énergie et votre vigilance et ce qui vous entoure. Cela semble aider ce dont vous avez besoin à venir à vous. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question alors, avec cette idée. Quand vous essayez de trouver un emploi ou de rencontrer une fille ou un garçon, selon que vous êtes un garçon ou une fille, il y a des niveaux d'énergie, comme des fréquences qui sont à un niveau plus élevé que le vôtre, que ce soit spirituellement ou mentalement, peu importe. Donc, si vous commencez juste votre podcast, et s'il vous plaît, pardonnez-nous d'utiliser le podcast comme exemple, mais c'est un excellent exemple. Donc, si vous avez l'épisode 1 et que vous essayez d'inviter Steven Spielberg, ses besoins ou désirs ne correspondent pas à votre capacité à répondre à ses besoins ou désirs, ou même s'il n'essayait pas de vendre quoi que ce soit, juste la conversation seule, selon qui est cette personne, devrait correspondre aux invités qu'ils essaient d'obtenir. Et cela fonctionne avec les emplois, cela fonctionne avec les relations, cela fonctionne avec les partenaires commerciaux, cela fonctionne avec tout. Je ne vais pas aller voir Mark Cuban. Mark Cuban ne va pas frapper à ma porte, en général. Mais quand tu atteins un certain niveau, vibratoirement ou en termes de fréquence, ce genre de personnes commencent à graviter autour de toi et alors il devient plus facile de les atteindre. As-tu trouvé cela vrai dans ta vie? Absolument. Une façon dont j'y ai pensé, c'est que je ne reçois que les défis que je peux affronter, que je peux relever à ce moment-là, mais je dois évoluer. Tu dois évoluer. J'ai maintenant fait peut-être 300 podcasts moi-même et on s'habitue à faire ça.
et c'est amusant, surtout quand tu as beaucoup de gens sympas avec qui interagir. C'est une des façons tu peux choisir des gens vraiment cool et la plupart disent oui et tu te dis d'accord et tu as une conversation amusante, mais tu dois être assez détendu pour pouvoir le faire. Le premier podcast que j'ai fait était comme j'ai interviewé la personne la plus célèbre que je connaissais, c'était moi. Donc, j'ai parlé de moi pour les premiers épisodes, juste pour me présenter et pour démarrer. Maintenant, je suis devenu assez connu dans le monde de la synchronicité et reconnu comme l'une des personnes les plus informées sur le phénomène des coïncidences significatives. Donc, c'est plus facile d'inviter des personnes de haut niveau qui ont plus de choses mais pas à partager parce qu'elles aiment aussi discuter avec moi, car c'est un dialogue et nous apprenons les uns des autres et c'est de plus en plus amusant. C'est de plus en plus amusant. Sans aucun doute, mon ami. Alors, tu utilises le mot synchronicité, et c'est un mot qui est souvent utilisé. Quelle est ta définition de la synchronicité? Alors, vous m'avez posé la question importante. Donc, nous allons faire les définitions maintenant. Oui, s'il vous plaît, nous allons faire les définitions. Le titre de mon livre, Coïncidence significative, contient la sérendipité et la synchronicité. Et la raison pour laquelle il contient les deux est parce que ce sont des formes de coïncidence significative. Rappelez-vous comment j'ai défini une coïncidence significative comme deux événements apparemment sans rapport, mais ayant une sorte de signification commune. Cela crée généralement une surprise que les quatre choses dont je parle dans mon livre correspondent à cette catégorie. Et je ne sais pas si vous l'avez vu à La ou à Austin, mais certaines personnes adorent le mot synchronicité et l'appliquent à presque chaque coïncidence. Et certaines personnes, pas tellement aux États-Unis, préfèrent la sérendipité et elles appellent toutes ces choses sérendipité. Et donc, les termes sont devenus quelque peu définis de manière ambiguë, mais je vais les définir aussi clairement que possible. Mais les gens vont toujours utiliser le mot comme ils le veulent. Bien sûr, la synchronicité est un terme inventé par Carl Jung. Et si tu t'intéresses aux mots, moi oui, Alex, pour voir comment je pense que les mots évoluent, et tu dois l'être parce que tu dois beaucoup bavarder avec les gens. La synchronicité n'était pas des coïncidences significatives pour Carl Jung. Il utilisait le mot synchronicité comme un principe pour expliquer des coïncidences significatives, mais pas le nom des coïncidences significatives. La synchronicité était un principe de connexion acausale par lequel il entendait que les deux partageaient des significations, ce qui les réunissait. C'est vraiment une façon de penser qu'il doit y avoir quelque chose de différent des explications causales régulières. C'est pourquoi il l'a fait. Mais il ne connaissait rien d'autre que la physique quantique pour en arriver là. Et parce qu'il était psychiatre comme moi et faisait de la psychothérapie comme moi, il était très intéressé par la synchronicité comme une aide psychologique, comme une aide interpersonnelle et comme une aide spirituelle. Et la synchronicité tend à être les trois à la fois. Et les personnes qui utilisent le mot synchronicité tendent à être plus spirituelles. Donc, la synchronicité en général est un concept que j'ai entendu dans le monde spirituel plusieurs fois, que le monde entier a des synchronicités en lui. Ce qui m'amène à une autre question alors. Est-ce que nous créons la coïncidence et les synchronicités dans nos vies uniquement par la réalité que nous créons avec notre propre esprit, nos pensées, et ainsi de suite? Et tu as dit quelque chose plus tôt. Tu as dit que ton besoin est une force motrice de la synchronicité. Alors est-ce que c'est ce qui aide à conduire? Mettez tout cela ensemble avec ce que nous créons principalement avec nos esprits. Le mot-clé de ce que tu as dit, Alex, est aide. Si nous pensons aux explications pour la synchronicité, la coïncidence significative en général, il y a une probabilité qu'elle se produise. Les statisticiens affirment que cette probabilité explique tout. Les statistiques suffisent pour expliquer la synchronicité. Et leur argument préféré est que dans de grandes populations, des choses étranges se produiront. Je serais surpris si ce n'était pas le cas. Il y a une part de vérité là-dedans. Donc, il y a une vérité statistique, mais ce n'est pas tout. D'un autre côté, il y a ceux qui savent que c'est l'univers qui l'a fait
ou Dieu, ou le divin, ou la conscience supérieure, mais l'univers est très populaire en ce moment. L'univers a fait que cela arrive. Et je suis tellement content que tu abordes la question de la responsabilité personnelle, car de nombreuses personnes refusent d'assumer leurs actes. Elles évitent le Choquant, n'est-ce choc. pas? Le choc, en tant que thérapeute, je me dois de demander quel est ton rôle dans tout cela. C'était sa faute, d'accord. Bon, je dois passer à autre chose. Il y a un degré de responsabilité personnelle dans chacun d'eux, mais cela varie. Et puis il y a le mystère. Je ne l'appellerai pas forcément Dieu. Les gens utilisent leurs propres mots pour ça. Mais le mystère est partout autour de nous. Il se passe autre chose ici. Tu le sais, je le sais. On doit y mettre une étiquette pour avoir l'impression de le contrôler. Donc il y a le mystère, il y a nous qui agissons, et il y a la probabilité qui contribue à chacune de ces coïncidences. Alors, je dois juste te dire, parce que j'y crois totalement, à 110% dans les synchronicités et les coïncidences. Je ne crois pas aux coïncidences, je crois que c'est juste l'univers qui fait ce qu'il fait pour nous aider sur notre chemin. Une synchronicité est un terme que j'utiliserai plus tôt, mais c'est ma préférence personnelle. Eh bien, arrêtons-nous là-dessus un instant, car c'est vraiment important. Et beaucoup de gens disent la même chose. Je ne crois pas aux coïncidences. Penses-tu porter des écouteurs? D'accord, Ces choses peuvent arriver là-bas. d'accord. Mais c'est une nuance de terminologie. Je pense que vous parlez d'une partie clé de la définition, de la coïncidence. Une fois qu'une cause est, une fois que vous trouvez une cause. Rappelez-vous, j'ai parlé de, vous ne savez pas quelle est la cause. Une fois que vous trouvez une cause, il n'y a plus de coïncidence. Et si vous savez, comme vous le dites, que l'univers le fait, alors il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence parce que l'univers le fait et vous n'y êtes pour rien. Et je pense que vous y êtes pour quelque chose. C'est là que nous différons. Je comprends votre point de vue et je suis d'accord avec vous. Alors je vais vous donner un exemple. Un jour, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais sur le point de faire faillite. J'étais à Pas quelques drôle. jours de littéralement signer des papiers. Pas amusant du tout. C'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Et j'ai crié à l'univers et j'ai dit, Dieu, je veux payer mes factures. Et si tu ne m'aides pas, je vais signer ces papiers parce que je dois me protéger, mais je suis prêt à travailler si tu me donnes l'opportunité. Le lendemain, mon tout premier patron m'appelle et me dit, hé, j'ai entendu dire qu'il cherchait un monteur dans le Nord. J'ai déjà donné ton nom. Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter avec ta bande démo et tu as le poste, presque. Et je l'ai fait et j'ai eu le job le lendemain. Quelles étaient les chances? Au fait, je n'avais pas parlé à cet homme depuis des années. Il m'a juste appelé à l'improviste. Ce coup de fil, comment peut-on me dire qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de synchronicité? Il y a des coïncidences. Il y a des coïncidences significatives. Cette coïncidence était Alex criant et Dieu. Les gens le font de différentes manières. Si tu ne l'avais pas demandé et que nous devrions faire l'expérience, cela ne serait pas arrivé. D'accord avec vous. En lançant ce besoin, et j'ai une idée sur la façon dont cela fonctionne. Je veux dire, ce n'est que le début d'une idée. Je pense qu'il y a quelque chose appelé la psychosphère, qui est notre atmosphère mentale. Et l'ionosphère est assez haute. Et c'est un ensemble d'ions positifs et négatifs qui nous aident à nous protéger de certaines radiations négatives du Soleil. Et il y a la croûte terrestre. Et il y a cette cavité entre l'ionosphère et la croûte terrestre. Dans cette croûte, il y a des éclairs qui montent et descendent tout le temps. Et la fréquence de ces éclairs crée une courbe, une onde sinusoïdale, un motif énergétique appelé la résonance de Schumann. Et la résonance de Schumann est d'environ 7,8 Hertz. Elle devient un peu plus rapide maintenant. Et le cerveau humain a une valeur de base en Hertz d'environ 4 Hertz, donc elles sont assez similaires. Et la résonance de Schumann et nos cerveaux atteignent environ 50
Hertz. Donc, nos cerveaux et notre atmosphère autour de nous ont des fréquences en Hertz similaires, qui suggèrent que nos cerveaux ont évolué dans cette cavité entre l'ionosphère et la croûte terrestre. Dans cette croûte, je pense, il y a cette atmosphère mentale à travers laquelle nous communiquons télépathiquement et d'autres manières. Et il y a des informations là-dedans où se trouve probablement le registre akashique et il y a des façons dont nous communiquons entre nous sans vraiment le comprendre. Donc, quand tu as envoyé ça, il a pu, et c'est en partie ce que j'essaie de comprendre, il a pu trouver une personne qui avait un besoin à ce moment-là et a pu d'une manière ou d'une autre. Et c'est encore une partie du mystère. Contact. Vous saviez que c'était vous à contacter. C'est presque comme passer un coup de téléphone à la personne, mais vous ne savez pas que vous passez l'appel et la personne vous rappelle. C'est intéressant parce que, de mon point de vue, où j'ai parlé à tant de maîtres spirituels différents d'Inde et de Chine, et à toutes sortes de maîtres spirituels de différentes parties du monde, une chose commune qu'ils disent toujours est que l'univers est là pour vous aider, mais vous devez demander de l'aide. Il n'empiétera pas sur votre libre arbitre. Seulement une fois que vous demandez, vous recevrez ce qui est nécessaire sur votre chemin. Et j'ai trouvé que, encore une fois, ce dont nous parlons est très similaire de cette manière que si vous ne demandez pas, ils ne vous le donneront pas. Mais alors, je dois vous poser cette question. Eh bien, combien de personnes aujourd'hui, ou combien de personnes il y a quelques semaines, ou à n'importe quel moment où la loterie de 2 milliards était en cours, combien de personnes demandaient « Oh, s'il te plaît, univers, laisse-moi gagner les 2 milliards ?» Alors, quelle est l'énergie d'origine de cette demande par opposition à la demande que j'avais? Moi, c'était plutôt « J'ai juste besoin de trouver un travail et je rembourserai cette dette. » Deux fréquences d'énergie très différentes se manifestent dans cette question. Y a-t-il une différence dans le sens qui lui donne du pouvoir? Je vais faire une chose simple à propos de la loterie. Je pense qu'il y a des gens qui gagnent la loterie plusieurs fois pour une raison quelconque et obtiennent l'argent quand ils en ont besoin. Je pense que ces choses arrivent. Mais la loterie est un exemple délicat à utiliser parce que c'est truqué. Il n'y a qu'un certain nombre de personnes qui vont la gagner. C'est comme aller à Las Vegas. La probabilité est fixée par ceux qui la fabriquent. Donc, quelqu'un va probablement gagner. Mais qui ce sera est assez aléatoire. Je ne dis pas que c'est entièrement aléatoire, et l'aléatoire est une autre question. Donc, les statisticiens aiment utiliser les loteries pour dire que tout est une question de probabilité, et la loterie. Nous avons fait une loterie pour entrer dans ton corps, et moi dans mon corps, et les parents que nous avons eus. Je veux dire, ça semble être comme ça, où il y a autre chose qui s'est passé. On ne sait pas vraiment comment on est arrivé ici, mais on est là. Mais prenons ta demande à l'univers, et je vais le dire dans la psychosphère, et la loterie qui est fixée de l'autre côté, et prenons une version plus simple. Je prépare une conférence pour le projet Coïncidence. Et d'ailleurs, le projet Coïncidence est un groupe de personnes que j'ai aidé à organiser. C'est maintenant un 503C dans l'État de Virginie, une organisation à but non lucratif. Et notre travail est d'encourager les gens à se raconter des histoires de coïncidence, entre autres choses. Et donc, ce que nous faisons, c'est organiser le Café des coïncidences. Chaque troisième samedi du mois sur un appel Zoom de 11h à 12h30 heure de l'Est, pour que les gens se racontent des histoires de coïncidences, car il y a beaucoup de gens qui se sentent très isolés en sachant qu'ils ont beaucoup de coïncidences, mais ils ne peuvent pas en parler autour d'eux parce qu'on les prendrait pour des fous. Ils viennent à nous et trouvent pour beaucoup d'entre eux une famille de personnes partageant les mêmes idées. Donc, j'invite votre audience à aller sur mon site web coïncider.com ou thecoincidenceproject.net pour s'inscrire et s'enregistrer pour le Café des coïncidences. Nous essayons donc d'aider les gens à se rassembler
et nous avons un sondage sur les coïncidences étranges là-bas. Alors, Alex, si tu veux savoir à quel point tu es sensible aux coïncidences, tu peux faire le sondage des coïncidences étranges là-dessus. Mais revenons à ce dont nous parlions avant. La conférence que je donne en avril porte sur comment cultiver des coïncidences significatives, comment les augmenter. Eh bien, tu le fais simplement en le faisant, je veux dire, tu les laisses se produire et tu crois qu'elles sont là pour être vécues. C'est la partie importante de tout ça. Si tu ne crois pas qu'ils vont être là, ils ne sont pas là parce que tu ne peux pas les voir. Donc, tu dois penser qu'ils sont là et tu dois être capable de les remarquer et ensuite tu dois être capable de... Et c'est là que je pense que ce que tu as dit est si important. Tu dois agir en conséquence. Souvent, tu te retrouves juste au bon endroit au bon moment, mais tu étais trop effrayé pour demander à cette personne de commencer à parler avec toi. Oui, et j'ai plein d'exemples. Deux d'entre eux sont deux personnes courant dans des aéroports. Voyez quelqu'un là-bas et allez vers cette personne. Une personne a obtenu le travail qu'elle voulait, une autre a trouvé la femme qu'il voulait en suivant cette intuition. Nous avons mentionné votre GPS humain plus tôt, qui nous amène là où nous devons être. Mais comme je ne peux pas assez insister là-dessus, il faut agir, il faut demander, il faut reconnaître la situation, et c'est la première étape. Et ensuite, il faut agir. Agir sur le moment est parfois tout ce que vous avez, et vous devriez le faire alors. Y a-t-il une différence dans la raison pour laquelle vous demandez ce que vous demandez? Par exemple, vouloir sortir avec une grande star de cinéma. La probabilité est très faible, car il y a peu de personnes qui peuvent sortir avec cette star, mais si vous cherchez un emploi, les opportunités sont infinies. Les chances de réussite sont bien plus élevées si vous êtes connecté à la bonne personne. C'est pareil avec notre podcast. Il y a des millions d'interviewés possibles, contrairement à «Oh, je dois parler à cette seule personne». Alors, l'opportunité devient plus restreinte, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais encore une fois, y a-t-il quelque chose à dire sur pourquoi vous voulez le faire, si c'est par égoïsme ou pour le bien commun, ou est-ce que cela importe vraiment? Oui, je pense qu'il y a une certaine éthique ici. Et une des choses que nous allons devoir essayer de faire, et c'est un peu douloureux, c'est de développer une éthique de l'utilisation des coïncidences significatives parce qu'elles peuvent être utilisées de manière négative. Et elles sont utilisées de manière négative. Et l'une des façons dont elles sont utilisées est par les vendeurs qui essaient de découvrir comment nous sommes semblables et ce que nous avons en commun pour vous accrocher, comme oh, nous faisons partie du même groupe d'une certaine manière. C'est une manière légère de le faire. Un type voulait soutirer de l'argent à une femme qu'il fréquentait et qui avait beaucoup d'argent. D'une manière ou d'une autre, il a arrangé les choses pour qu'il se rende à la porte d'une maison et frappe à la porte. Une femme a répondu et ils se sont disputés sur le fait qu'elle ne pouvait pas payer le loyer et il était apparemment le propriétaire de l'immeuble. Et puis, il a finalement dit, d'accord, c'est bon, si vous ne me payez pas le loyer ce mois-ci, en fait, je vais l'annuler. À ce moment-là, il avait calculé pour que la femme avec l'argent, qui pensait qu'il en voulait à son argent, l'entende être généreux à propos de l'argent. Alors, elle a pensé peut-être qu'il n'est pas aussi avide qu'elle le pensait. C'est un coup de maître, mec. Mais c'est comme ça qu'ils peuvent être utilisés, d'une certaine manière. Ils peuvent être utilisés de manière négative. Donc, développer une éthique est vraiment important. Si vous voulez obtenir un emploi et que vous avez beaucoup à apporter et que vous le savez, je pense que cela aide vraiment à y parvenir. Mais je pense que parfois, vous pouvez demander des choses et les obtenir. Et une de mes choses préférées à faire est de donner aux gens ce qu'ils demandaient parfois. Fais attention. Eh bien, vous connaissez l'expression, faites attention. Vous pourriez obtenir ce que vous cherchez. Fais attention à tes souhaits. Tu pourrais les réaliser. Alors, comment négocier tout cela? Alex n'a pas encore défini sa position, mais nous discutons des principes généraux à suivre. Eh bien aussi, juste comme une idée ici, et je l'ai déjà dit dans l'émission, c'est que en général, on ne sait pas en général ce qui est le mieux pour nous. Parce que si nous obtenions ce que nous voulions au moment où nous le demandions, avec le recul, on se dirait Dieu merci, je n'ai pas eu ce travail. Dieu merci, je n'ai pas fréquenté cette personne. Dieu merci, cette opportunité que je mourais d'envie d'avoir ne s'est pas réalisée. Parce que si ça avait été le cas, ça m'aurait détruit, ça aurait ruiné ma vie.
j'ai vu ce qu'elle a fait à mon ami, ou j'ai vu ce qu'il lui a fait, et tout ce genre de choses. Alors, les gens ne devraient pas se laisser trop emporter par genre je veux ça maintenant parce que, eh bien, est-ce vraiment le cas? Et qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que tu ne sais vraiment pas, parce que nous ne voyons pas la vue d'ensemble. Tout ce que nous voyons, c'est la prochaine étape devant nous. Mais il y a quelque chose qui jette ces autres synchronicités et d'autres choses qui se produisent dans nos vies. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, oh Dieu merci, j'ai rencontré cette personne, ou Dieu merci, ceci est arrivé, je ne le voulais même pas. Et mon Dieu, ça a changé toute ma vie. Alors, seriez-vous d'accord? Parfaitement, parfaitement. Aujourd'hui, j'ai interviewé, juste en train d'interviewer. Tu peux être mon podcast, un gars de 26 ans à Miami qui a demandé à être sur le conseil du projet de coïncidence parce qu'il est allé à l'un de nos cafés de coïncidence et j'ai déjà un peu parlé avec lui. Et nous cherchons un gars qui correspond à son profil de plusieurs manières différentes. Nous avons besoin de quelqu'un plus versé dans la sérendipité que les autres membres du conseil. Et il l'est. Nous avons besoin de personnes avec une vision plus globale, plus de compétences technologiques que les membres du conseil actuel. Il correspond. Donc, je m'attends à ce que cela se produise et l'élément clé, encore une fois, c'est que je dois agir en conséquence. Je dois le voir et ensuite agir. Maintenant, il y a quelques termes très intéressants que vous avez utilisés dans votre livre. Sérialité et simultanéité. Tu l'as, mon amour. Quels sont ces deux mots, mon ami? Que signifient-ils? Eh bien, nous avons sauté la sérendipité. Et je vais juste mentionner, parmi les quatre, la sérendipité est parfois appelée des heureux hasards. C'est comme rencontrer une personne qui vous donne un emploi. Certaines personnes appellent cela la synchronicité. La sérendipité concerne souvent des choses, des idées, de l'argent et des emplois et la santé. Eh bien, l'amour, la sérendipité et la synchronicité. Dans le film Serendipity, c'était tout sur l'amour, mais avec de la sérendipité. Les deux devaient se rencontrer. Vous pourriez dire que c'est de la synchronicité. Il y a donc un chevauchement, et c'est possible. L'amour est multiple, peu importe. Mais je vais dévier vers l'amour maintenant que tu as touché mon cœur avec ça, parce que, bien sûr, je soupçonne que tu es un peu comme moi. Tu es un amoureux. Je le suis, monsieur. Et cela signifie que tu prendras le romantisme, que tu aimes ça aussi. C'est une drogue merveilleuse. Douloureux, mon ami. C'est une drogue douloureuse. J'ai beaucoup souffert. La première partie est vraiment bien, mais Alors ça a du punch. enfin, monsieur a un coup de pied à la fin. Jouer avec le mot héroïne. La première dose d'héroïne est merveilleuse, Toute l'existence s'effondre. puis toute votre vie. Eh bien, il y a une analogie. La seule différence, c'est comme un E à la fin, héroïne de votre vie et d'héroïne. Mais l'un des endroits vraiment étonnants où la synchronicité se produit et la sérendipité, comme vous en parlez, c'est dans la romance. Et ce qui arrive si souvent, c'est que toutes ces coïncidences nous arrivent. Cela signifie que c'est censé être. Non, ce n'est pas ça. Comme toi et moi avons déjà fait le tour plusieurs fois, nous pouvons te dire que nous ne sommes plus des adolescents. Nous réalisons que ce n'est pas censé durer tout le temps. C'est censé être à ce moment-là. Et à cette époque, peut-être cette saison. Mais ce n'est peut-être pas pour la vie. Ou ça. Une danse, c'est ce qui m'arrive. Et je dois dire, non, c'est tout. Même si je continue à la voir, une danse. Non, c'est tout. Et si ça te prépare et qu'ils le font, ces coïncidences te préparent pour une relation. Vous devez alors réaliser que vous devez travailler sur la relation et cela doit être collaboratif. J'ai entendu des histoires de personnes ayant des synchronicités fantastiques pour les réunir et ils pensaient que cela suffisait pour maintenir leur mariage, mais ce n'était pas le cas parce qu'ils n'y travaillaient pas. Donc, c'est une autre variable dans cela. Donc, nous parlons de la sérendipité de manière plus pratique, des accidents chanceux, des accidents heureux.
et beaucoup d'inventions et de lauréats du prix Nobel vous diront que c'est la sérendipité qui les a menés là, pas le suivi des protocoles. C'était des accidents heureux. Il y a beaucoup de ça dans la créativité. Mais vous demandez, et j'aime parler de la sérialité. La sérialité, c'est comme voir des symboles de singes, beaucoup d'entre eux, peut-être 3 par jour, peut-être 7 par semaine, comme une personne que je connais très bien me l'a dit. C'est une affaire de singes. Ce sont des singes qui jouent avec elle. C'est la sagesse du singe d'Inde qui peut lui enseigner. Et elle les voit dans des livres et des publicités, dans des dessins animés, dans des costumes, toutes sortes d'endroits. Et chacun d'eux a un message pour elle. Pas un message profond, certains plus que d'autres. Mais la sérialité, c'est pouvoir voir n'importe qui, pouvoir voir la coïncidence. La série est visible par tous, tandis qu'avec la synchronicité et la sérendipité, c'est souvent un événement mental et un événement d'objet. La sérialité, c'est objet, 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 objet. Est-ce un peu comme oh, je veux acheter une nouvelle Tesla et tout d'un coup, tu ne vois que des Tesla partout? C'est préparer votre esprit à voir quelque chose. Et c'est un peu ça, mais c'est la même chose pour voir les coïncidences. Vous devez préparer votre esprit pour pouvoir les voir. L'exemple de la Tesla, c'est que j'y pense, donc je vais remarquer les Tesla autour de moi. Donc, c'est une idée que beaucoup de gens utilisent pour dire que vous l'inventez. Et l'exemple de la Tesla n'est pas celui que j'utiliserai parce que je n'achèterai aucune Tesla. Et je ne sais pas trop pour toute cette histoire avec Musk et tout le reste. Je ne sais pas pour la voiture, mais beaucoup de gens ne vont pas les acheter. Mais l'idée de penser à elles et de les voir, c'est de discriminer dans votre environnement ce à quoi vous pensez déjà. Alors, en quoi est-ce différent du singe, 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 singe? Est-ce que ça vient juste d'apparaître? Singe, singe, singe n'est pas assez différent. Elle est prête pour eux, mais ils surgissent de manière inattendue. La Tesla peut aussi surgir de manière inattendue. Donc, tu as raison. Il y a une continuité entre les deux. Elle a juste été confrontée à beaucoup de singes très tôt, donc elle est devenue sensibilisée aux singes dans son environnement. Donc votre point est excellent. Elle les voit maintenant parce qu'elle les a vus. C'est vrai pour les coïncidences. C'est un principe général. Celui de la Tesla est un peu plus grossier que celui des singes. Et ensuite, passer à votre travail, c'est une toute autre chose. Alors, une sympathie. La symopathie est l'expérience de la douleur d'un être cher à distance. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, je peux. La façon dont j'ai commencé avec ça, et c'est en partie la raison pour laquelle nous parlons, c'est en 1973, le 26 février, je me tenais dans une maison victorienne, dans un évier d'une maison victorienne dans le quartier de Felmore, et il était 23 heures, et j'ai tout fait. J'ai tout fait de manière incontrôlable. Quelque chose était coincé dans ma gorge et je ne pouvais pas l'enlever. Je n'avais jamais étouffé comme ça avant et je ne l'ai pas fait depuis. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça semblait durer longtemps, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Finalement, ça s'est arrêté. Eh bien, il était 23 heures ans. Mon père était à Wilmington, Delaware, à 3000 miles de là. Il était 02 heures à Wilmington, Delaware, le 27 février. Mon père, à ce moment-là, s'étouffait avec son propre sang. Il saignait dans sa gorge et s'étouffait avec son propre sang et mourait. Mon père est mort pendant que je m'étouffais. J'ai dit waouh aussi. Et je raconte pour honorer la mémoire de mon père. Et j'ajoute à l'histoire que février, quand il est mort le 27 février, le 27 février est mon anniversaire. Il est mort le jour de mon anniversaire. Donc c'est sympathique, c'est simultané, c'est ressentir la douleur d'un être cher à distance, la détresse et la douleur d'un être cher à distance, Comme si ça arrivait. comme ça se passe. Comment pouvez-vous expliquer cela? Pouvez-vous expliquer? Eh bien, d'abord, je me demande, suis-je le seul bizarre au monde pour que cela arrive? Alors, j'ai développé une enquête sur les coïncidences étranges pour voir quelles sont les coïncidences courantes et à quelle fréquence elles se produisent. Et elle est valide et fiable. Les statisticiens l'apprécieront pour ces raisons. Et l'une des questions était, à quelle fréquence ressentez-vous la douleur d'un être cher à distance? Et
La réponse générale était parfois. Donc, les gens le font vraiment. Et j'ai d'autres données d'un autre psychiatre qui suggère la même chose. D'abord, je devais établir cela avant de vouloir l'expliquer. Et peut-être que cela aide à l'expliquer de vous dire qu'il y avait un mot pour la cymopathie à la fin des années 1800 en Angleterre et ailleurs. Et ce mot était télépathie. Télépathie. Cela signifie à distance et pathie signifie sentiment. Donc télépathie, ressentir. La douleur, la détresse, à distance, c'est la télépathie. Puis cela a évolué vers des choses plus cognitives, plus axées sur les pensées. Nous avions besoin d'un nouveau terme pour ce qui était à l'origine la télépathie. J'ai proposé simule, qui signifie en même temps pathogène. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. J'aimerais entendre vos pensées à ce sujet, et je veux voir ce que c'est, dans le spectre des mots dont nous avons parlé. J'avais une tante qui est décédée de vieillesse, et nous étions assez proches, et nous étions très affectueux l'un envers l'autre. Après son décès, 3 jours plus tard, je regarde de vieilles cassettes VHS, et tout à coup, une vidéo dont je ne connaissais pas l'existence apparaît, et c'est elle et ma famille au dîner de Thanksgiving. Et j'avais oublié que je l'avais filmé quand j'étais adolescent avec un caméscope emprunté à mon école. Je le testais. Et puis je me suis souvenu, oh mon Dieu, j'ai bien filmé ça, n'est-ce pas? Mais j'avais complètement oublié. Ça faisait 30 ans, et c'est arrivé 2 ou 3 jours après son décès. Et elle est là, souriante. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Parce que si quelqu'un me dit oh, c'est juste une coïncidence, tu te moques de moi? Souviens-toi, nous avons parlé du GPS humain, arrivé là où tu dois être sans savoir comment tu y es arrivé. Quelque part, dans ton esprit et dans la psychosphère, l'information était là et tu la ressentais après son décès et tu as pu tomber dessus par hasard. J'ai plein d'histoires comme celle-ci qui surprennent beaucoup de gens. L'une d'elles est, par exemple, ce couple qui est allé à Lourdes et avait une photo d'eux à Lourdes, puis l'un des deux est décédé dans ce couple et s'est marié à quelqu'un d'autre dont le conjoint était également décédé. Et ils sont retournés voir la photo du premier couple et en arrière-plan, il y avait une photo de l'autre couple. J'en ai vu certains sur les réseaux sociaux et YouTube. Tu te dis quoi? Des couples qui étaient tous les deux à Disneyland quand elle avait genre 7 ans et lui 8. Et il était genre derrière elle sur une photo avec elle et Mickey. Je suis content que tu dises ça parce que c'est bizarre et c'est courant. Maintenant, pour le tien, il y a une autre variation là-dessus. Quelqu'un a besoin d'argent et d'un certain montant d'argent. C'est vraiment amusant quand ils obtiennent exactement la somme dont ils ont besoin à ce moment-là. Et ils fouillaient dans un classeur qu'ils avaient déjà exploré. Et tout comme toi, ils sont tombés sur ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire l'argent, un remboursement qu'ils avaient mis de côté quelque part et qu'ils avaient oublié. Le souvenir est là. Je veux dire, c'est en toi quelque part, ou c'est autour de toi quelque part. Donc ce n'est pas comme si tu n'avais rien à voir avec ça. Mais comment tu y es arrivé, encore une fois, je pense que c'est à travers une sorte d'information psychosphérique parce que tu ressens encore sa présence. Et je ressens de plus en plus celle de mon père dernièrement parce que je viens d'avoir mon anniversaire et je pense qu'il communique avec moi d'une manière que je n'avais pas ressenti parfois, que nous sommes capables de faire des connexions et certaines personnes diront que ta tante t'a guidé vers cela. Et tu pourrais ressentir cela si tu as besoin d'avoir une personne ou quelque chose pour te guider. On peut en inventer une et ce n'est pas une mauvaise suggestion. Ou d'une manière ou d'une autre, tu peux connaître des informations à travers la psychosphère toi-même. Cependant, je me demande si l'un ou l'autre me suffirait. Maintenant, j'aimerais te demander, que dit la physique quantique à propos de tout ça? Y a-t-il quelque chose qu'elle puisse dire pour donner un peu de sens à tout ça? La raison pour laquelle tu le fais pour moi, c'est que un célèbre physicien quantique, Feynman,
a dit quelque chose comme « et ce n'est pas exactement ça », mais parce qu'il ne pouvait pas transformer la mécanique quantique en un cours d'introduction, cela signifiait qu'il ne comprenait pas la mécanique quantique. Et j'aime penser aux gens utilisant, disons, la théorie du jour qui est la physique quantique en ce moment pour expliquer des choses étranges. J'aime penser que nous utilisons une théorie difficile à comprendre pour expliquer un phénomène difficile à comprendre. Donc, je ne me fie pas à la physique quantique. Je préfère un domaine qui est la psychosphère, qui est étudiable. Nous pouvons examiner cela. C'est comme quelque chose que la science peut aborder, le truc quantique. Vous connaissez probablement l'action fantomatique effectuée à distance. Et les gens aiment appliquer ça, genre simultanément. Eh bien, ce sont de petites particules. Elles deviennent plus grandes. Elles peuvent enchevêtrer des particules plus grandes. Mais il y a un espace entre le micromonde et le macromonde. Et c'est une bonne analogie. Et c'est mieux que de penser à la façon dont Jung utilisait cette synchronicité, un principe de connexion causale. C'est une étape. C'est une façon de nous défier. Je ne peux pas m'y résoudre parce qu'il y a des théories du chaos, il y a la complexité, il y a les fractales, comme d'autres variables concurrentes pour essayer d'expliquer les coïncidences. Eh bien, as-tu entendu? Je ne dirais pas que c'était une expérience, mais il y avait ces singes. Pour revenir à ton analogie des singes, il y avait des singes sur 3 ou 4 îles différentes, proches les unes des autres, mais ils ne pouvaient ni se voir, ni se parler, ni rien de ce genre. Et puis tout d'un coup, un singe sur l'une des îles a découvert comment casser une noix de coco en utilisant une pierre. Disons que je ne suis pas sûr de l'exactitude, mais il a trouvé un moyen de faire quelque chose que tout le monde avait du mal à faire depuis longtemps. Et tout d'un coup, tous les autres singes sur les autres îles ont commencé à comprendre ça aussi, exactement au même moment. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Rupert Sheldrake que tu cites là. Et son histoire parle de ces oiseaux. Certains oiseaux apprennent à ouvrir des bouteilles de lait, quelque chose de similaire. Donc, une fois que l'un d'eux commence à comprendre, il a utilisé le terme résonance morphique pour cela. Et ils résonnent, et ensuite ils résonnent entre eux. Et c'est en partie ce que je pense se passe dans la psychosphère. Laissez-moi vous donner un exemple similaire pour les êtres humains, appelé découverte indépendante simultanée. Que des personnes à un endroit trouvent une idée que d'autres personnes à un autre endroit trouvent aussi. Si l'évolution se passait comme ça, le calcul, la découverte du téléphone et beaucoup de choses dans l'informatique moderne et dans les logiciels. Notre découverte simultanée. Stanford découvre une chose et de l'autre côté de la Silicon Valley, ils font la même chose. Et communiquent-ils entre eux? Apparemment non. Donc, il y a une sorte de chose psychosphérique, résonance morphique. Il y a quelque chose autour de nous par lequel l'information énergétique est échangée. Et votre histoire sur les singes et les oiseaux et les découvertes simultanées suggère que nous nous nourrissons tous d'une même information. Et si vous cherchez, si vous avez un besoin et que vous êtes ouvert, c'est comme pêcher là-haut, comme attraper un poisson là-haut, comme ces histoires, comme un agent littéraire me disant, vous savez, amour, café. Je parle de coïncidence et de découverte simultanée. Elle dit, au cours du dernier mois, j'ai eu 5 auteurs, dis-moi, ne dis à personne sur quoi j'écris. Et les 5 écrivent sur la même chose. Alors, c'est très vrai. Eh bien, c'est similaire à la construction des pyramides. Comment est-il possible que tant de civilisations différentes à travers le monde, qui n'avaient absolument rien à voir les unes avec les autres, même séparées par des océans, construisent des structures similaires, à parfois des époques similaires, parfois des époques différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres? Je viens de découvrir que le Japon, la Mongolie, ils ont tous
des pyramides. J'étais comme, en approfondissant ce genre de conversation, j'étais comme le Japon a des pyramides. Et j'ai vu une photo d'eux. Et puis, bien sûr, l'Indonésie, et puis évidemment l'Égypte, et les Mésoamériques, et tout ça. Même ici, en Amérique du Nord, il y avait des formes de pyramides en construction. Oui, mais rien de comparable aux Indiens. C'était une version plus rudimentaire, mais quand même, le concept de pyramide. Alors comment cela s'est-il produit? Cela explique beaucoup de choses dont tu parles. Il y a un moment où il y a ce genre d'informations là-bas, ce qui nous mène ensuite à cette conversation plus large de eh bien, que s'est-il passé au cours des 150 dernières années, que toi et moi pouvons parler à travers le monde, en vidéo? Mais il y a 150 ans, ce qui n'est même pas un clin d'œil, dans le moment de cette terre, c'est moins qu'un clin d'œil. Tout d'un coup, nous avons cette capacité. Que s'est-il passé? Dans l'ionosphère, comme tu dis, qui a causé cette croissance folle de la technologie, que nous n'avons jamais vue dans notre histoire, ou du moins à notre connaissance. Du moins selon nous. Au moins, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Cela pourrait être une autre itération. Et nous n'avons jamais eu une situation où les êtres humains se suicident uniquement. Alors que nous détruisons notre planète pour la 6e grande extinction à venir, ce que nous faisons technologiquement. J'espère penser comme un reflet de nos propres capacités, que la technologie reflète ce que nous sommes personnellement capables de faire et nous devons la mettre en dehors de nous-mêmes. Par là, je veux dire que nous pouvons communiquer de cette manière, mais nous pouvons aussi peut-être communiquer télépathiquement, qu'il y a des personnes qui sont des visionnaires à distance et c'est comme avoir une webcam, mais ils peuvent le faire avec leur propre esprit. Donc, peut-être que nous pouvons même voler, car nous avons aussi les avions. Au moins, en tant que corps éthéré, nous pouvons probablement voler, et c'est quelque chose à faire. Donc, pour moi, il y a des capacités et la technologie a un côté positif, si nous pouvons le reconnaître, qu'elle montre à quel point nous sommes réellement liés. Quand je vous demande de penser à la psychosphère, c'est un Internet mental, comme certains l'appellent, et je veux cartographier cet Internet mental en utilisant des coïncidences significatives pour montrer toutes ces interactions que vous avez faites en demandant un emploi et vous avez envoyé cette candidature sur cet Internet mental et quelqu'un s'est dit « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour faire quelque chose et je connais ce gars parce que je l'ai vu il y a 4 ou 5 ans. Donc, vous êtes un personnage mémorable pour ce gars. » Donc, j'aime penser que cela nous montre ce que nous pouvons faire. Malheureusement, c'est un endroit polarisé que nous avons choisi pour vivre nuit et jour, noir et blanc, La bon et dualité, bien mauvais, sûr. mal, bien, ouais. Donc, nous avons une technologie qui peut être utilisée mal et de manière non éthique et horrible, et nous voyons la technologie de surveillance arriver qui va en quelque sorte restreindre le comportement des gens parce qu'ils sont surveillés de manière négative. Peut-on inverser cela et peut-on utiliser des coïncidences significatives comme la synchronicité et la sérendipité pour que cela se termine mieux que la direction qu'il semble prendre actuellement? Eh bien, je l'espère vraiment, mon ami. Je l'espère J'y travaille, vraiment. mec. J'y travaille. Tu fais du bon travail, mon ami. Merci. Une dernière question. Je voulais te poser des questions sur le I Ching, parce que je n'ai jamais vraiment... J'ai tâtonné au cours de ma vie avec le I Ching. Peux-tu expliquer ce qu'est le I Ching aux gens et comment il est, si c'est le cas, lié aux synchronicités? Oh, ça l'est, c'est fondamental. Jung a écrit une introduction à la version de Wilhelm, traduction en allemand du Xing. C'est vraiment une partie de la synchronicité. C'est une sorte de synchronicité domestiquée. C'est comme vous l'amenez dans votre pièce et vous jetez les bâtons d'Achillée ou les pièces et vous obtenez l'une des 64 lectures dans le Yi Ching. C'est 64, mais ceux qui ont pratiqué la bibliomancie, comme on l'appelle, ce que je vais faire avec moi-même, vous ouvrez un livre sacré, sacré pour vous, et vous dites, ça dit que je devrais faire ça. Le Ching est une variation. Vous lancez 6 bâtonnets d'Achillée ou 6 pièces et vous obtenez 3 symboles
qui sont des symboles yin et yang, et chacun a 3 lignes. Donc, vous obtenez 3 fois 3. Vous obtenez 2 paires de 3, et chacune de celles-ci devient l'une des 64 pages ou chapitres du I Ching. Et vous lisez cela comme ce que pourrait être votre avenir. Cela vous en donne une indication. C'est très similaire à ouvrir le livre. Ça le rend juste plus compliqué et c'est une sagesse ancestrale et il y a beaucoup de gens qui le traduisent et inventent leurs propres trucs avec et je ne sais pas quoi croire comme un livre. Je fais des lectures de cartes de tarot qui est une variation des choses mantiques, des choses divinatoires. Il y a quelque chose là-dedans. Beaucoup de gens qui le font disent qu'ils en tirent de bons conseils. Il y a beaucoup de façons d'obtenir des conseils et c'en est une. J'aime ce que tu as dit. Il y a un mystère autour de nous. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous le ressentons tous, et nous comprenons tous qu'il y a quelque chose. Certains d'entre nous le rejettent, certains d'entre nous l'embrassent, mais il se passe quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Il se passe quelque chose. Et j'aime dire que les coïncidences significatives sont le mystère caché à la vue de tous. Tout à fait, mon ami. Maintenant, parle-moi de ton livre, Coïncidence significative. Où les gens peuvent-ils le trouver et quel est ton espoir pour lui? Mon espoir est double. Les gens peuvent le trouver partout où ils cherchent des livres. Je vous encourage à le trouver dans votre librairie locale. Soutenez votre librairie locale. J'espère 2 choses différentes. J'espère qu'il atteindra beaucoup de personnes intéressées par ce sujet et les aidera à ne pas se sentir seuls. Et ensuite, les aidera à avoir une idée de cette chose éthérée, éphémère et incertaine appelée synchronicité, qu'ils aient une meilleure idée de ce que c'est, un meilleur concept de ce que c'est, et qu'ils reconnaissent non seulement son utilité, mais aussi qu'il y a un inconvénient à cela, et aussi que le côté positif est que cela nous pousse à comprendre comment cette psychosphère pourrait, que vous pouvez trouver le livre partout et y réfléchir. La psychosphère est sur le point de s'achever. J'espère que cela fonctionnera comme un manuel dans mon université terrestre imaginaire. Je crée tout cela, sans équipe de football, sans bâtiment, juste moi qui imagine. Je suis le chancelier de cette entité. Nous avons une section dédiée à l'étude des diverses formes de coïncidences significatives. Voici l'introduction à un cours sur ce sujet fascinant. Maintenant, Renard, je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta définition de vivre une bonne vie? Je pense en partie, et pas en totalité, je ne peux pas tout faire, mais en partie, c'est apprendre et s'amuser. Et s'amuser et apprendre vont ensemble. Jouer peut être l'apprentissage, et l'apprentissage peut être un jeu. Et je pense que nous sommes ici pour apprendre sur nous-mêmes et ce que nous sommes ici pour faire, que chacun de nous a un but, une fonction qui peut aider l'humanité. Et beaucoup de gens le ressentent. Et certaines personnes ont des vues déformées de cela ou se représentent mal. Je veux dire, il y a beaucoup de mauvais usages, mais des gens comme toi, Alex, ont un bon cœur et essaient de faire de rien. Et essayer de faire quelque chose de bien pour le monde, c'est bon pour toi et c'est bon pour les gens autour de toi. Vous aimez apprendre et vous devez le faire quand vous réalisez ces podcasts. Mais c'est une partie du plaisir. Vous pouvez présenter des gars comme moi et dire, eh bien, d'accord, j'ai appris quelque chose de différent et j'ai appris de vous et nous aimons apprendre, nous amuser et rire. Et cette interface entre apprentissage et divertissement est pour moi une partie de la bonne vie. C'est aussi une chose assez standard, psychiatrique ou psychologique, d'avoir un bon réseau social, des gens qui vous aiment et que vous aimez, pouvoir faire de l'exercice et suivre un régime et dormir suffisamment. Ce sont 4 choses basiques pour pouvoir vivre une bonne vie. Vous devez avoir la fonctionnalité pour faire ce que nous faisons. Vous devez être plus heureux. Vous ne pouvez pas être comme « Oh, ce que je ressens parfois. Je suis si seul. Personne ne m'aime. J'ai encore fait quelque chose de mal. Je vais être rejeté du groupe auquel j'appartiens. Pourquoi est-ce que je fais ces trucs de coïncidence? C'est tellement problématique et l'électricité pourrait s'éteindre chez moi maintenant et je n'ai pas. Ça fait partie de l'être humain de passer par ces plaintes. Mais l'idée, je pense, est que le bien devienne de mieux en mieux et que le mal devienne de moins en moins mauvais à mesure que vous progressez. Comment définissez-vous Dieu?
Question facile, monsieur. Tu pourrais comprendre celle-ci. Quand j'étais au lycée, Dieu mesurait 5 pieds de paradis en queue de cheval. C'est ça, grandir. Dieu est un nom que les gens utilisent de différentes manières. Et pour moi, Dieu est un substitut pour le mystère qui fait partie de nos vies. Je pense qu'il y a quelque chose, une intelligence supérieure. Quand je parle de la psychosphère, je ne dis pas que c'est tout, je pense qu'il y a plus. Il semble juste qu'il y a plus. Et une partie de mon plaisir et de ma joie est de pouvoir utiliser les coïncidences pour comprendre l'esprit de Dieu. Et le but ultime de la vie est... Et le but ultime, c'est la vie. Nous ne savons pas. Mais mon beau-père disait que c'est d'obtenir plus de vie. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que nous avons assez de vie sur cette planète. Le but de la vie, je pense toujours, il faut ajouter le but de la vie sur Terre, parce qu'il pourrait y avoir un après. Le but de la vie sur Terre, c'est essentiellement de bien profiter de ce terrain de jeu qu'on a eu la chance d'avoir et de ne pas continuer à le détruire et de ne pas laisser des gens s'accaparer tout l'argent pendant que d'autres vivent dans la pauvreté. Nous avons une chance de danser et d'aimer et de nous connecter et d'être heureux et de continuer à élargir notre compréhension de la réalité. Les coïncidences en sont un moyen. C'est ce que je pense que nous sommes ici pour faire et j'essaie d'aider à ce que cela se produise. Et avez-vous un dernier message pour le public? Mon ami, la plus grande leçon que tu puisses apprendre, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Bernard, c'est un plaisir absolu de te parler, mon ami. Merci pour le travail que tu fais pour éveiller chacun de nous sur cette planète. Et je t'apprécie, mon ami. Merci beaucoup. Tu es génial, Alex. Merci beaucoup à toi. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.